Bonjour encore une fois dans cette récapitulation concernant le dossier numéro 7. Les écrivains et la presse au XIXe siècle. Le rapport entre les écrivains d'un côté et la presse et les journaux de l'autre côté. On a découvert que les écrivains et la presse entretiennent une relation très forte, une relation très étroite. Dans cette première double page, on parle de la presse dans le roman. Et cette double page commence par cette illustration que vous voyez, qui représente des clientes devant un kiosque à journaux, les clientes qui se bousculent pour s'approprier un exemplaire d'un journal spécialisé dans la mode. On sait bien que les femmes, surtout, aiment la mode et sont très intéressées par la mode. Et cette image est accompagnée d'un extrait qui vient du chef-d'œuvre de Guy de Maupassant, de son roman intitulé Bel Ami. Dans ce premier extrait, dans ce passage tiré de Bel Ami, l'écrivain cite la presse, parle d'une scène en rapport avec la presse, en rapport avec les journaux. Il parle d'un porteur de journaux, c'est quelqu'un qui transporte les journaux de l'imprimerie jusqu'au kiosque à journaux. Il parle des kiosques à journaux et il cite même les noms de grands journaux de cette époque, le Figaro, le Gilles, le Gaulois, l'événement et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que dans les romans, il y a des passages qui parlent de la presse, qui parlent des journaux et ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi cette première partie est intitulée La presse dans le roman. Donc, on parle de la presse, des journaux, dans les romans de grands écrivains comme Maupassant. Dans la deuxième partie de cette double page, ou si vous voulez dans la deuxième page, on voit ici un bureau. Et dans la légende, on lit bureau de la rédaction d'un journal à Paris vers 1900. Et tout à l'heure, c'était des clients devant un kiosque à journaux. Ici, c'est le bureau de la rédaction. Donc, on peut dire que le bureau de la rédaction, c'est la direction d'un journal. Cette image, elle aussi, est accompagnée d'un extrait du même roman, Bel Ami. Et ici, dans cet extrait, Maupassant parle des différentes rubriques d'un journal. Dans un journal, on ne parle pas d'une seule chose ou d'une unique chose, mais il y a plusieurs parties, plusieurs rubriques. Il y a des journalistes qui s'intéressent aux actualités, aux événements du moment. Certains s'intéressent à la poésie ou à la littérature, d'autres qui s'intéressent au sport, d'autres qui s'intéressent à l'art, à la musique, à la danse, d'autres qui s'intéressent à la politique. Donc il y a ici, Maupassant parle des différentes rubriques et des différents participants. On est toujours dans la même idée, on parle de la presse, des journaux, dans le roman. Dans la deuxième double page, on est dans le sens, si vous voulez, inverse. Dans la première double page, on parlait de la presse dans le roman. Maintenant, dans cette deuxième double page, on va parler du roman dans la presse. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, la rubrique Le saviez-vous nous donne une idée claire sur cette relation-là. Donc, déjà, la première des choses, la plupart des écrivains, ou plusieurs écrivains et romanciers, étaient aussi des journalistes. Ils ont cité ici Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Émile Zola et Guy de Maupassant. Donc, ces écrivains écrivaient des articles dans les journaux parce qu'ils étaient aussi des journalistes, ils étaient des écrivains journalistes. Mais en plus de ça, ils publiaient leurs nouvelles, les nouvelles qu'ils écrivaient. Rappelez-vous
les nouvelles. On a travaillé au début de l'année la nouvelle réaliste. Rappelez-vous la parure de Maupassant. Rappelez-vous un mariage d'amour de Zola. Et donc, ils publiaient leurs nouvelles, leurs récits courts, hein, et aussi leurs romans dans les journaux. Mais bien sûr, vous savez qu'un roman fait plusieurs centaines de pages. Alors, comment on peut publier un roman qui fait plusieurs centaines de pages dans un journal qui ne fait que quelques pages? Bien sûr, on ne publiait pas tout le roman en entier, mais on le faisait sous forme d'un feuilleton. Ça veut dire à chaque fois on publiait une partie. À chaque fois on publiait quelques feuilles, quelques scènes du roman, jusqu'à ce qu'on le termine. Et donc, dans la première double page, on parlait de la presse dans le roman. Maintenant, on trouve le roman dans la presse. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on est dans le sens inverse. Et donc, quelques exemples de cette relation-là. Regardez ici, c'est la une d'un journal qui s'appelle Le Cri du Peuple. Et ici, on voit une affiche publicitaire. On fait la publicité du roman de d'Émile Zola, Germinal, qu'on va publier dans ce journal sous forme d'un feuilleton. On voit aussi un autre journal qui s'appelle Journal des romans populaires illustrés. Ici, on passe le roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Et donc, on publiait le roman d'Alexandre Dumas sous forme de feuilleton dans ce journal. C'est-à-dire qu'on trouve des scènes parlant de la presse dans les romans, mais on trouve aussi des romans et des nouvelles publiées dans les journaux. Et rappelez-vous, je vous ai fait écrire, imaginez une scène romanesque à partir de cette image des trois mousquetaires. Dans cette partie-là, on a parlé de la presse en tant que source d'inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs écrivains puisent des idées, ou cherchent des idées dans les journaux. Ça veut dire qu'à partir, par exemple, d'un accident, d'un fait divers raconté dans un journal, un écrivain peut avoir une idée pour écrire un roman. Donc la presse était une vraie source d'inspiration pour les écrivains. En vous parlant là de cette inspiration, il me vient quelques exemples. Je peux donner un exemple d'un grand écrivain Stendhal qui a écrit Le Roger Noir. Le Roger Noir, il a été écrit à partir d'un fait divers. Donc, Stendhal a lu, bien sûr, le fait divers dans les journaux et il a eu l'idée d'écrire un roman. L'année dernière, rappelez-vous, on a travaillé Robinson Crusoe, si vous vous rappelez. Hein? On a travaillé la Robinsonade. Même ce roman, qui est bien sûr un roman britannique et pas français, il a été écrit à partir d'un fait divers. Et donc, Daniel Defoe, qui est l'écrivain de Robinson Crusoe, il s'est inspiré d'une histoire vraie d'un marin britannique, écossais plus exactement, qui s'appelle Alexander Selkirk, qui a échoué sur une île déserte et a vécu 4 ans sur cette île. À partir de ce fait divers, de cet accident réel, vrai, hein, véritable, il a écrit son roman qu'il a intitulé Robinson Crusoe. On a passé aussi à cette partie-là qu'on a fait rapidement, malheureusement, faute de temps, dans cette partie dans laquelle je vous ai fait découvrir l'affaire Alfred Dreyfus. Ce soldat, ce capitaine, hein, qui a été accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Donc on l'a accusé de travailler pour l'ennemi. Et donc on l'a accusé de traîtrise et d'espionnage. Et on l'a accusé de travailler pour l'Allemagne, qui était l'ennemi de la France à cette époque-là. Donc il a été dégradé, il n'est plus capitaine, il a été dégradé, et puis il a été condamné au ban, à la prison. Rappelez-vous, on a déjà vu ce mot-là dans Les Misérables de Victor Hugo. Donc cette affaire-là qui a fait susciter et qui a fait couler beaucoup d'encre,
à tel point qu'il a divisé la population ou la société française, hein, et à tel point qu'on a inventé les mots Dreyfusard, anti-Dreyfusard. Donc, cette affaire a divisé la société française entre des gens qui étaient avec, hein, et qui croyaient en l'innocence de Dreyfus, d'Alfred Dreyfus, qu'on nommait les Dreyfusards, et ceux qui croyaient en la culpabilité d'Alfred Dreyfus, qu'on appelait les anti-Dreyfusards. Et on voit ici, dans la une de ce journal, Le Petit Journal, la dégradation d'Alfred Dreyfus, et ce terme qui est tout en bas, en lettres capitales, hein, le traître. Et je vous ai posé une question, cette question-là en bas, B. Est-ce que ce journal, Le Petit Journal, est un Dreyfusard ou un anti-Dreyfusard? Vous avez répondu que ce journal est anti-Dreyfusard. À la manière de représenter la dégradation d'Alfred Dreyfus et surtout ce titre-là en bas, le traître, écrit en lettres capitales. Cette partie parle aussi de ce qu'on appelle la presse engagée, les journalistes engagés. Et Zola en est un excellent exemple des écrivains et des journalistes engagés. Ça veut dire des journalistes qui n'écrivent pas pour écrire, mais ils écrivent en prenant une position. Ils écrivent en défendant une cause. Zola, déjà dans ses romans, comme Germinal, il dénonçait les conditions difficiles et fatales dans lesquelles les mineurs travaillaient. Rappelez-vous la scène de l'éboulement qu'on a travaillé en classe. Hein? Donc déjà, c'est quelqu'un qui dénonçait, c'est quelqu'un qui prenait pas. Et donc, on peut parler d'un écrivain engagé. Comme c'est aussi un journaliste, aussi dans les articles qu'il écrivait, hein, il montrait son engagement. Ici, son engagement était en faveur d'Alfred Dreyfus. Pourquoi? Parce que Zola croyait en l'innocence d'Alfred Dreyfus. Qu'Alfred Dreyfus n'était pas un traître, n'était pas un espion, qu'il était innocent. Cette lettre, parmi d'autres écrits, montre l'engagement de Zola. Cette lettre qui commence par J'accuse, hein, adressée au président de la République française à cette époque-là, Félix Faure. Il a écrit directement au président de la République et il commence, hein, c'est un mot qui va se répéter plusieurs fois dans sa lettre, j'accuse. Donc il va accuser la République, il va accuser l'État, il va accuser les dirigeants du pays d'avoir condamné un innocent. On l'a dit tout à l'heure que Zola croyait en l'innocence d'Alfred Dreyfus. Et donc c'est un engagement, ça montre l'engagement de Zola. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est une lettre qui a été bien sûr publiée dans un journal qui s'appelle L'Aurore et dans laquelle il va accuser plusieurs responsables du pays, plusieurs responsables de l'État, hein, des généraux. Hein. Regardez ici par exemple le général Mercier, le général Bilot, le général de Boisdeffre, le général de Pellieu. C'est un exemple de l'engagement de Zola. Je rappelle qu'il a été trouvé mort dans son appartement, asphyxié par le gaz, et on a un doute que ça soit un accident. Ça veut dire, certains disaient que c'est un meurtre, qu'il a été tué. Pourquoi? Parce que c'était un écrivain et un journaliste engagé. Cette caricature montre toujours l'engagement de Zola. Une caricature qui représente Zola avec son stylo ou sa plume avec laquelle il écrivait. Bien sûr, ce stylo, cette plume représentée comme une arme, comme une épée, pour montrer l'engagement de Zola et d'autres journalistes, et aussi pour dire qu'un stylo et que les mots peuvent nuire à certains.
et que les mots ont beaucoup d'influence. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une affaire qui a divisé la société française. On peut même dire qu'il a divisé même les familles. Donc les familles étaient divisées entre des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. Regardez ici, on vous dit un dîner en famille. Et quelqu'un dit surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. On les voit, ils sont contents, ravis, joyeux d'être ensemble, c'est une famille heureuse. Mais regardez, une fois qu'ils ont parlé de l'affaire Dreyfus, hein, ils en ont parlé. Ça veut dire ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. Une fois qu'ils ont cité et ils ont commencé à discuter de l'affaire Dreyfus, regardez ici la bagarre. Donc ça montre combien cette affaire a divisé les gens, les familles, la société française. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours ceux qui croyaient en l'innocence d'Alfred Dreyfus et d'autres qui croyaient en la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Et donc de là vient la division, comme on vient de constater, qu'il y a un rapport très fort entre les écrivains, ou si vous voulez, la littérature de manière générale, et la presse, surtout au XIXe siècle. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.